Je m'appelle Christian Jubert, je suis né le 23 mai 1938 dans l'Essonne. Je suis le troisième enfant d'une fratrie de 5. Mon père était ouvrier d'État et ma mère était femme au foyer. Elle s'occupait surtout naturellement de toutes des cinq enfants pour qu'ils ne manquent de rien. J'ai été appelé en Algérie, j'étais appelé au service militaire en 1958. Je suis allé en Allemagne, j'ai été affecté à un régiment d'artillerie à Reutlingen-Tübingen. J'ai fait un stage d'opérateur projectionniste à Baden-Baden. C'était une ville d'eau magnifique, Baden-Baden-Badenos. J'ai été à plusieurs villes en Allemagne, Saarbrücken, Trèves. J'ai fait 13 mois en Allemagne. Ensuite, j'ai été appelé pour aller en Algérie. En Algérie, j'ai fait 17 mois. Je suis revenu en novembre 60 en France. En Allemagne, c'était un peu la bonne vie là-bas en Allemagne. On était dans les casernements. Les casernes allemandes, solides comme du roc, impeccables comme tout. Un mauvais souvenir, c'est qu'on a fait nos pelotons, nos classes avec des instructeurs marocains qui avaient l'air de se venger de je sais pas quoi. Et quand il fallait se coucher, même s'il y avait de la gadoue, il fallait y aller, hein, autrement ils t'aidaient. Hein. Et je me rappelle quand on fait en Allemagne le parcours du combattant, il y avait un grand garçon, un petit peu plus grand que moi, noir, et on se chamaillait pour faire savoir celui qui ferait le meilleur temps au parcours du combattant. Non mais alors, et puis naturellement, étant donné grands tous les deux, on était hommes de basse quand il y avait des défilés, on était toujours désignés pour les défilés. On est rentré pendant un moment dans la garde du drapeau, le peloton de garde du drapeau. Malheureusement, je n'ai pas conservé de photos de ça. J'aurais bien aimé parce que c'était bien, ça c'était bien. Et en Allemagne, c'était très bien. Il y a aussi des anecdotes sur les carnavals, les fêtes de la bière là-bas. C'était de la folie, hein, c'était de la folie. Là-bas en Allemagne, il fallait faire attention à son calot ou son képi parce que tu te le faisais piquer par une demoiselle, tu avais intérêt et puis voilà comment ça se passait là-bas. Hein. En Allemagne, c'était très bien. Quand on arrivait dans la salle de cinéma, parce que aussi j'avais la salle de cinéma du village qui était désaffectée, et je faisais des films avec une équipe, je me rappelle, j'avais 4 ou 5 gars, et on s'est payé 20 centimes l'entrée, 20 centimes d'anciens francs naturellement, hein, 20 centimes l'entrée, et je venais avant pour préparer mes appareils naturellement, les mettre en place, et pour mettre de la musique sur la terrasse du cinéma pour dire qu'on était là, etc. Et j'adorais Glenn Miller, alors je leur balançais d'une Glenn Miller dans le village, c'était amusant, mais c'était vraiment un ancien appareil. Lorsque ça cassait, il fallait que je retire de l'appareil de projection, que je le mette que je lime un peu d'un côté, lime un peu de l'autre, recoller ça, remettre. Alors j'avais beau passer de la musique dans la salle, naturellement c'était assez bruyant, hein, c'était assez bruyant. Je leur passais des films, souvent d'aventure, des westerns. C'était... fallait faire, maintenant c'est malheureusement supprimé, mais c'est la camaraderie après qu'il y avait, c'est la réunion il y avait plusieurs couches sociales, il y avait aussi bien des étudiants qui étaient sursitaires, donc qui avaient 25 ans ou des choses comme ça, c'était des têtes, il y avait aussi bien des manœuvres, il y avait aussi bien des artisans, des personnes, mais c'était une sorte de camaraderie, et ensemble, il n'y avait jamais d'accrochage. Hein. Il n'y avait jamais d'accrochage, on était très 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 bien. Bon, c'était un régiment pareil. Là-bas, c'était un régiment d'artillerie de marine. Voilà. Et personnellement, ça ne m'effleurait même pas.
ça m'effleurait même pas. Moi, je pensais que j'étais en Allemagne, je restais en Allemagne. Il y a que dans les derniers jours où on nous a préparés pour, d'une certaine manière, que je dis, bon, bah ça là-bas. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait là-bas. Hein. On ne savait pas. Donc, on ne pouvait pas avoir d'appréhension. Enfin, moi, dans mon cas, je n'avais pas d'appréhension. Je dis, tiens, je vais boire du pays, il fait beau. Point final, hein, je ne pensais pas du tout. Hein. Moi, je pensais rester en Allemagne. Honnêtement, je pensais rester service militaire en Allemagne. J'étais avec l'esprit que il y avait des événements là-bas, mais c'était surtout l'équipe de métier qui allait. C'était l'active. Bon, je savais qu'en 59, il y avait des gars de contingent comme moi, mais ça m'affolait pas. Ça m'affolait pas. Là, quand j'ai appris la nouvelle, naturellement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mince. Ça m'a fait bizarre, surtout vis-à-vis de mes parents. Parce que, pour dire, nous avons été 3 frères en même temps militaires. J'avais le frère qui est derrière moi, Pierre. On peut dire que l'armée a ses carnets bien tenus, car quand je suis revenu d'Algérie, dans les 8 jours, lui, il y est parti. Lui, il y est parti. Et j'ai mon dernier frère, lui, il s'était engagé dans l'armée de l'air. Il n'est jamais allé en Algérie. Il a fait 30 ans d'armée de l'air. Il a fini adjudant-chef. Il n'est jamais allé en Algérie. Donc, les deux autres, on est allés là-bas. Mais c'est vrai que pour mes parents, pour moi personnellement, ça me faisait bizarre, mais c'était surtout une découverte d'un pays. La découverte d'un pays. On faisait pas trop attention à ce qui se passait là-bas. La presse était peut-être aussi un petit peu discrète sur les comptes rendus qu'il y avait. Hein. Mais c'était surtout pour ma famille que j'étais un petit peu angoissé. Arrivé là-bas, après, naturellement, être dans le bain, si j'avais su, c'était... Alors, j'ai regretté un petit peu une entrevue que j'avais avant de partir avec le capitaine, et mon lieutenant qui m'aimait bien, il me disait, Joubert, vous allez être appelé, suite au stage d'opérateur projectionniste, vous allez être appelé chez le capitaine. Alors, on était 3 à être appelés chez le capitaine, et qu'est-ce qu'il me veut? Et c'était pour nous proposer de continuer son service militaire au service cinéma des armées. Il fallait signer un engagement. Moi, j'ai dit non. Là, on n'avait pas encore l'épée de Damoclès de la guerre d'Algérie. Moi, j'ai dit non. Je sors du bureau. Le lieutenant, il me dit, alors, Joubert? J'ai dit non, mon lieutenant. Alors, il a eu un terme, il a dit, bougre de con, venez dans mon bureau. Je suis venu dans son bureau, il m'avait préparé un dossier. Je revenais au Fort Neuf de Vincennes, au cinéma aux armées. Est-ce que j'aurais été en Algérie à cette époque-là? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais continué le cinéma aux armées? Je ne sais pas. Et là, ça fait drôle. Et donc, 2 mois après, pouf, un grand voyage là-bas à l'Algérie. Quand je suis parti, je ne savais pas ce qu'allait m'attendre là-bas parce que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais même pas entendu parler parce qu'on était dans un village à 50 km de Paris, mais on ne bougeait presque pas. J'avais rarement pris le train, encore moins le bateau. Donc je ne savais pas exactement ce qui nous attendait là-bas. Quand on est arrivé, on était dans des wagons à bestiaux. Et puis on avait tous le nez dehors pour regarder. Et à un moment donné, ça a canardé. Il n'y en a plus. On s'est tous mis au fond du wagon. Et puis voilà. Donc il y a eu des accrochages, mais les résultats n'ont pas été extraordinaires. On n'a pas eu beaucoup de dégâts chez nous. En Algérie, j'étais radio en même temps. J'étais radio avec le poste sur le dos et également
un poste qui occupait tout l'arrière d'un commande-car quand on faisait des grandes opérations. Je faisais également le cinéma aux armées, c'est-à-dire que j'étais à la batterie de commandement des services, la BCS. J'allais à la première, deuxième et troisième batterie avec un chauffeur et un aide. Nous étions 3 à partir comme ça pour passer des films aux troupes qui étaient sur le terrain. J'ai également fait du cinéma pour les populations, c'est-à-dire l'action psychologique. J'avais tendu un drap sur 2 chevrons et on mettait ça entre 2 mechtas. On les rassemblait, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et on leur tournait en disant que la France était le mieux, etc. etc. On n'a pas été assez convaincant, la preuve, c'est que... Mais enfin, disons que c'était assez sympathique. On n'a jamais eu de gros problèmes. J'ai jamais vu non plus, puisque tout le monde en parle, des séances de torture. J'ai jamais assisté. Et j'ai pratiqué pourtant pendant un moment. On était en alerte 24 heures sur 24 dans un campement. On était deux grandes toiles de tente. Il y avait 47 harkis et nous étions que 3 Européens, 3 Français, et on partait sur renseignement, on était en alerte 24 heures sur 24, donc on a bien crapahuté. J'ai fait également des déminages de voies ferrées avec 2 draisines. Comme j'étais le radio, je me trouvais dans la 2e draisine. La première, naturellement, risquait d'être plus pris à partie que nous, et à chaque point, il fallait faire, je partais de Tlemcen jusqu'à la frontière marocaine, jusqu'à Oujda, où on faisait le déminage pour le passage du train. On faisait aussi des déminages à pied, avec ce qu'on appelle la poêle à frire. On se tenait de chaque côté des voies et on faisait un bon parcours à pied pour déminer. Une petite anecdote, un jeune harki comme nous, pas un jeune harki comme nous, mais peut-être même encore un petit peu plus jeune, je me souviendrai toujours de lui, c'est un petit rouquin. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il était sur le côté droit de la voie, derrière le soldat qui avait la poêle à frire, il a traversé les voies, il est venu de l'autre côté, mais devant celui qui tenait la poêle à frire, et ça n'a pas manqué, il a sauté sur une mine avant qu'on passe. Ça, c'était un mauvais souvenir. Il est bien évident qu'après, il a été très difficile de contenir les harkis qui étaient avec nous, qui sont montés au village pour essayer de voir un petit peu s'ils trouvaient des rebelles. Alors j'ai également été dans une section qui gardait des femmes FLN dans une ferme désaffectée. Nous avions avec nous 2 assistantes sociales, au cas où il y aurait des débordements d'ardeur de jeunes soldats qu'on était, quoi, hein. Donc on gardait les femmes prisonnières. On a été une fois harcelés. Ça s'est borné simplement à des échanges de coups de feu. Il n'y a pas eu de blessés, de chez nous en tous les cas. Les autres, ils étaient assez loin, donc je ne pense pas qu'il y a eu de blessés non plus de l'autre côté. Nous avons eu la visite du général de Gaulle. On allait en camion chercher les populations, on leur mettait des petits drapeaux dans les mains pour le passage du président de Gaulle qui est venu là-bas. J'ai vu le général de Gaulle, mais d'assez loin quand même. Et c'est impressionnant. De par sa stature et puis de par ce qu'il dégageait, c'était impressionnant. Ses discours, ce sont ses discours. Il a peut-être, à un moment donné, déjà dans sa tête, à un moment donné, il avait certainement l'indépendance de l'Algérie et la fin de la guerre de l'Algérie. Au début, les populations étaient aussi, eux, pour rester français. Ils étaient aussi, eux, pour rester français. Mais il y a eu tellement d'exactions de la part du FLN et de dégâts, parce qu'ils n'hésitaient pas à massacrer certaines populations et à les obliger à les ravitailler ou des choses comme ça, que petit à petit ça tournait et l'ensemble de la population à un moment donné a tourné. Par contre,
Il y a aussi des défections, c'est dans les harkis. Les harkis qui étaient avec nous, certains sont partis avec armes et bagages, après quelquefois avoir fait du dégât chez nous. Nous, on a eu des harkis qui sont partis, ils ont égorgé un capitaine. Ils ont égorgé un capitaine et ils sont partis avec des armes. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait, mais alors après, il est bien évident qu'on a fait des opérations. On n'a pas retrouvé ceux-là. On en a trouvé d'autres, on est tombé sur d'autres, mais qui étaient peut-être en protection ou en attente de celui-là. Et je ne pense pas qu'il ait été accueilli à bras ouverts. Parce que les harkis, quand ils nous quittaient, qui venaient avec certaines munitions après avoir fait des choses, ils s'en étaient servis et après ils n'en avaient plus besoin. Donc je ne pense pas qu'il ait été accueilli en claquant des mains. Hein. Certainement, j'ai tiré, je ne sais pas si j'ai tué, j'espère que non, mais je n'ai pas eu d'action de... J'ai quand même fait 288 jours qui ont été reconnus comme jours combattants et 70 actions de feu reconnues comme actions de feu ou de combat. Nous étions dans un régiment quasi, on peut dire presque disciplinaire, parce que c'était l'ancien régiment d'artillerie coloniale. Ça s'appelait après le régiment d'artillerie marine. Nous faisions beaucoup de crapahutes. J'ai également été sur un piton pour monter la garde d'une conduite d'eau. Alors là, la conduite d'eau, il y avait de l'eau, mais nous, on n'avait presque pas d'eau pour se laver, etc. Puis la nourriture était vraiment restreinte au minimum. Nous étions au fond d'un oued et ils étaient au-dessus, ils étaient carrément au-dessus. Ça sifflait, et puis je disais à mon capitaine, ça siffle, ça siffle. Il me dit, Joubert, tant que ça siffle, c'est que ça va bien, sans que vous les entendez siffler, c'est que ça va bien. Là, on a eu 2 blessés, mais blessés presque par éraflure des balles. Hein. Les balles ne sont pas rentrées, etc. On était bien tapis au fond et on était assez bien protégés. Et il y a eu après une intervention de T6 pour dégager ce qu'il y avait en haut des collines. Donc c'est le seul moment où vraiment là, ça a chauffé pour nous. On est rentré naturellement après cette action-là. On a eu droit à une journée de repos. On a été se baigner à Benissaf, qui était en bordure de Méditerranée. On avait, par rapport à ce qu'on avait fait, la section était partie pendant une journée à Benissaf. On est revenu le lendemain, on est reparti sur le terrain aussitôt. Quoi. Il n'y a pas eu de temps mort, quoi, si on veut. Pendant un moment, j'étais aussi responsable du mess sous-officier et j'avais une bonne équipe avec moi, Et mon appareil, un Debris 16 mm, était tombé en panne. Je suis allé à Oran pour le réparer. Et petite anecdote, à Oran, je suis tombé sur un copain que j'avais en Allemagne, qui était chauffeur d'un général là-bas, donc un petit peu planqué, tant mieux pour lui. Et il m'a dit, bah, ton appareil, il va en avoir au moins pour une semaine à être réparé, tu vas rester avec moi. Donc je suis passé une semaine là-bas. Lorsque je suis revenu, c'était une autre équipe qui était au foyer, au mess des sous-officiers. Alors j'ai demandé ce qui s'était passé. Bah, mes copains s'étaient laissés aller, ils avaient peut-être bu un petit peu trop. Puis comme on avait ce qu'on appelle le BMC, bordel militaire de campagne, dans des bâtiments durs au fond du campement, ils étaient montés sur les toits, puis ils canardaient les demoiselles qui étaient avec ils canardaient à coups de cailloux les demoiselles qui étaient en dessous avec les soldats. Ils ont été naturellement mutés ailleurs, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles de... Dans ma section, j'avais beaucoup de Sénégalais. C'était des Wolofs. Pendant un moment même, j'avais 2-3 mots avec eux en Wolof. C'était assez curieux. Et ils étaient
au combat, ils étaient présents, mais c'était comme, je ne vais pas dire animal, mais ils allaient comme ça, il fallait vraiment les dériver pour pas qu'ils aillent devant comme ça, et ils fonçaient. Et moi, en tant que radio, j'ai pas eu à me plaindre parce que j'étais extrêmement protégé. J'ai fait également une sortie avec la Légion, en tant que radio aussi. Alors là, c'est pareil, les légionnaires, la radio, c'était le cordon ombilical, si vous... Et la protection qui m'amenait, ça aurait été vraiment extraordinaire qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Et puis alors ensuite, des légionnaires sont revenus me voir, me chercher au camp, pour dire après l'opération, on fait un petit pot, une petite réunion, et on vous invite, vous venez avec nous, et puis avec votre capitaine, et on est... Donc il y avait une très très bonne notion, malgré que l'on soit nous la coloniale, des appelés, parce que dans mon régiment il y avait énormément d'engagés, des garçons qui revenaient d'Indochine, etc. Donc c'était vraiment, il y avait un adjudant-chef qui revenait d'Indochine, c'était vraiment une personnalité, hein. Lui, il était gonflé à bloc. Et avec les légionnaires, à l'intérieur du régiment, il y avait une très 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 bonne entente entre les harkis, le contingent, l'armée de métier, les Sénégalais, c'était vraiment très bien, très bien. Quand on est arrivé, on était un petit peu dépaysés, hein, comme je disais dans le train, là, quelques tirs. Après, on a été dispatchés un peu dans des endroits où moi j'étais dans une ancienne cave vinicole. Et on avait nos lits qui étaient au pied des citernes de vin. Chacun avait son lit, on avait 4 ou 5 lits au pied de chaque citerne. Au départ, naturellement, ça a été on ne se connaissait pas, mais on venait tous, la majeure partie venait d'Allemagne, de différents points d'Allemagne, donc on avait des souvenirs presque en commun d'Allemagne qu'on pouvait parler, donc il y a eu une bonne intégration, sauf certains officiers, notamment un capitaine qui n'aimait pas trop la camaraderie et que lui, l'armée, c'était beaucoup plus dirigé que ce qu'on voulait faire nous, qui étions, on était là, on se demandait même pourquoi, parce que, pourquoi, pour qui. Nous gardions des vendangeurs, qui faisaient les vendanges, on gardait des vendanges, et j'ai un de mes hommes qui vient, et il me dit, voilà, et j'ai demandé de l'eau pour mon bidon, il m'a répondu qu'il n'avait pas assez pour ses bêtes. Ah ben, je vais aller le voir. Alors, je suis allé le voir et puis je lui ai posé la question. Et je suis devenu aussi blanc que ton machin. Et instinctivement, mais c'était pour impressionner, j'ai mis ma main droite sur mon pistolet. Il a fait un pas en arrière, puis il a dit bon, que vos hommes viennent, je vais leur donner de l'eau. Mais c'est pour dire que certains colons étaient un peu fautifs de ce qui arrivait, hein. D'autres, par contre, étaient coopératifs. Et puis, la majorité des gens qu'on appelait pieds noirs, c'était des gens qui vivaient, d'accord, comme chez eux, mais qui étaient en relation comme il fallait avec la population locale. On était tous d'accord de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et très peu pensaient, il y avait quelques appelés qui étaient des autochtones, eux étaient pour l'Algérie française. Lorsqu'il y a eu le putsch, on était tous l'oreille sur les transistors, etc., savoir ce qu'on allait faire. Nous, on n'a eu aucune visite de para qui venait nous contraindre à intégrer. Et on n'a pas eu de défection de ce côté-là, c'est-à-dire il n'y en a pas qui... le contingent chez nous est resté fidèle à la République. Pendant un moment, j'étais plus ou moins considéré comme
officier de SAS, c'est-à-dire pour pour les populations, aller voir les populations pour essayer de leur dire que la France était mieux, etc. Pour mettre en place les instituteurs du contingent, pour aller voir au point de vue infirmerie, etc. Donc, je m'occupais aussi de ça. Hein. Donc, j'ai fait quand même là-bas, j'ai tourné quand même pas mal. Quoi. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai été désigné pour faire des choses comme ça. Là, par exemple, pour être opérateur projectionniste, j'ai jamais rien demandé. On m'a désigné. Bon, on était 37 à passer le. Bon, il y avait des actifs aussi. Sur les 37, j'ai fini 11e, mais 3e des appelés, avec une petite note de 14 sur 20. Donc après, ils m'ont forcément mis. L'opérateur projectionniste a déclenché le truc de faire partie des transmissions. Les derniers jours, on avait été à ceux qui étaient libérables. On faisait plus de marche, plus de crapahut. On faisait encore des gardes, mais c'était tout. Ça se bornait à des gardes. Des gardes mais autour du camp. Pas au cours du campement, pas des gardes de conduite d'eau ou choses comme ça que je faisais avant. Mais, et on était, si on veut, on ne peut pas dire privilégié, mais un petit peu comme ça, on était mis en dehors. Ils voulaient peut-être qu'il n'y ait pas de dégâts dans ceux qui vont être libérables. On attendait naturellement avec ce fameux persan, l'acquis, machin, on attendait la délivrance le plus vite possible. Et tous les jours, on rayait un bâton, etc. On faisait des trucs comme ça. Et quand on est parti, jusqu'à temps qu'on soit dans le bateau, on a dit ils vont pas nous rappeler, machin, bidule, jusqu'à temps. Même quand on est arrivé à Marseille, on est allé au DTIM, là je sais plus comment ça s'appelle, à Marseille. Et on a dit, on est encore avec eux là. Hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc on n'était pas encore joyeux. Mais après, quand on est arrivé sur Paris, là, ouf. Alors quand je suis arrivé sur Paris, je demeurais à 50 km de Paris, à Balancourt, et j'ai pris le train. Manque de peau, il s'arrête à Corbeil, plus de train. Alors Corbeil et Balancourt, il y avait 15 km. Bah, du moment, mon gars, t'as plus qu'à aller à pied, hein. T'as bien marché là-bas, tu peux marcher à pied. Et puis allez, vas-y. Bah, ce coup, une camionnette passe. Une deuxième camionnette passe, il s'arrête. C'était un livreur de journaux. Il dit, bah, mon copain, il t'a pas pris, tu vas où? Alors actuellement, j'étais en tenue. Hein. Il me dit, tu vas où? Bah, je dis à Balancourt, mais je t'emmène, pof, et c'est comme ça que je suis arrêté chez mes parents. Parce que mes parents n'avaient pas de voiture, donc ils ne pouvaient pas venir me chercher, etc. Et donc, je me suis débrouillé tout seul pour rentrer à la maison sans les embêter, quoi. J'ai vécu 2 ou 3 trucs qui me sont pas revenus tout de suite. Tout de suite, je parlais pas. L'alimentation était fade. Je parlais pas. Et quand j'ai recommencé à travailler, il y a des nuits c'était difficile. Je me réveillais en sursaut. Une fois il est passé, certainement je suis pas le seul, une voiture avec un pot d'échauffement qui c'est un tonnerre de Brest, je me suis planqué. Après, boum. C'était là-bas en Algérie où nos 20 ans ont fleuri, loin de la mère patrie, de la famille et des amis. Là-bas, il disait, maintien de l'ordre pour qui, pourquoi, cela mena le désordre, porteur d'un grand désarroi. Là-bas, qu'apparaît-on dans le Djebel ou traversant des oueds à la recherche des rebelles pour les ramener au bled. Là-bas, dans un mirador ou sur un piton, des heures à scruter l'horizon, sous un soleil de plomb, la peur au ventre,
et la sœur au front. Là-bas, les gazines sur les voies ferrées nous permettaient de déminer et de faciliter le passage des trains, qui pourraient ainsi continuer leur chemin. Là-bas, les frontières étaient surveillées, lignes électrifiées, fils de fer barbelés, car du Maroc et de Tunisie, les Félagas étaient passés de jour comme de nuit. Là-bas, à Regan et Necker eurent lieu des essais nucléaires, faisant de nombreux irradiés non encore indemnisés. Ici, tout ça et même plus, c'était là-bas. Maintenant, nous avons la chance d'être ici. Tous les 19 mars, rendons hommage dans une cérémonie à nos 30 000 camarades morts pour la France, là-bas. Excuse-moi. C'est sur une chanson de Claude François. Cette année-là, c'était l'année des accords d'Évian qui mirent fin à une guerre de 8 ans. Plus j'y pense et moins j'oublie. Cette année-là, nous avions tous autour de 20 ans. Maintenant, anciens combattants, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Cette année-là, ils promettent mais difficile de tenir. Ils oublient que les jeunes d'alors ont donné jusqu'à leur corps. Cette année-là, c'est pour ça qu'au sein de la FNACA, depuis 1963, on commémore cette année-là. C'était l'année 62.